Bonjour et bienvenue sur Film et Série Recap. Nous allons aujourd'hui vous présenter un épisode de New York Unité Spéciale, appelé « Au-dessus de tout soupçon ». J'espère que vous apprécierez. L'épisode commence dans un coin isolé de New York, connu comme zone de prostitution. Deux policiers nettoient les rues, demandant aux travailleuses de partir. Une voiture avec un homme à l'intérieur est sur les lieux. Il est en pleine action. Comment il va expliquer son arrestation à sa femme? En s'approchant, il découvre l'homme sans vie. Les inspecteurs Olivia Benson et Elliot Stabler, de l'unité spéciale des victimes, une unité de la police de New York spécialisée dans les crimes sexuels, sont appelés sur place. Le suspect a été tué par strangulation via des jambières de sport, et un préservatif usagé, avec du rouge à lèvres, a été trouvé près du corps. Ils ont même trouvé l'identité de la victime via la plaque de la voiture. Un certain Jeffrey York, dans le West Side. À ce nom, Olivia n'en croit pas ses oreilles et demande à regarder le corps. Elle le reconnaît. C'est le substitut du procureur de la région du Bronx, ainsi que l'un de ses ex. Au commissariat, malgré la situation délicate dont a été découvert le corps, Olivia ainsi que le profil de substitut du procureur de la victime poussent les inspecteurs à ne pas faire de conclusions hâtives. Il se peut que ce crime soit une revanche. Les experts leur envoient les résultats des empreintes découvertes sur la portière. Ce sont celles d'une prostituée, Kevin Brown, homme travesti. Une partie de l'équipe va éplucher ses dossiers, tandis qu'une autre va interroger le suspect. Kevin Brown se défend de l'avoir tué. Il était déjà mort quand elle l'a trouvé, et n'a fait que voler ce qu'il y avait dans la voiture, juste un sac de sport qu'il a jeté ensuite. Il fouille la benne à ordures indiquée par le travesti et retrouve le sac de sport. Dedans, le reste de la tenue de sport de femme utilisée pour le tuer, ainsi qu'un nom dessus, Tina Gardner, enquêtrice du procureur. Il rencontre et interroge l'enquêtrice. Aucune relation intime entre elle et Jeffrey. Elle travaillait pour son bureau et ils jouaient au handball tous les deux. Ce soir-là, elle avait oublié son sac dans sa voiture et se souvient qu'il lui avait dit qu'il rentrait directement chez lui. Elle les oriente dans la direction d'un suspect potentiel, un criminel récemment condamné, Alvarez. Jeffrey était celui qui l'avait fait condamner au maximum, et il lui avait promis de se venger. Elle leur conseille aussi de parler à Andy Abbott, son collègue. Il le rencontre au bureau du procureur du Bronx, où travaillait également Jeffrey. Andy leur donne le profil d'Alvarez. L'homme est vraiment dangereux, et ils ont tenté de le faire condamner 3 fois pour meurtre, mais seulement l'un des cas avait pu être jugé. Les 2 premiers avaient dû être abandonnés après qu'une pression ait été mise sur le jury et les témoins. Pour le dernier, Andy était effrayé, mais pas Jeffrey qui a réussi à mettre Alvarez sous les barreaux, et pour ça il lui a mis un contrat sur la tête. Les inspecteurs se dirigent alors à la prison de Rikers pour interroger Alvarez. Il rigole de la mort du procureur, mais son avocat présente des preuves indiquant qu'il n'a pas pu commanditer le meurtre. Au commissariat, la piste d'Alvarez étant morte, les inspecteurs continuent d'enquêter sur les dossiers de Jeffrey pour trouver un suspect potentiel ou trouver un modus operandi similaire. Ils reçoivent alors la visite du procureur du Bronx. Celui-ci remet au capitaine un dossier contenant tout l'historique financier de Jeffrey. Une enquête interne avait été récemment menée, après que des rumeurs de pots de vin aient circulé. Fait étrange, il y a en effet eu de grosses transactions financières, mais c'était des dépenses et non des entrées. Un substitut est au salaire de fonctionnaire et les retraits de Jeffrey étaient réguliers et élevés. À sa mort, il était endetté. Le portrait de Golden Boy de Jeffrey commence à se tacher. Il est évident qu'il avait une double vie. Au laboratoire de la police, la scientifique leur annonce une découverte étrange. Sur le préservatif usagé trouvé dans la voiture, le rouge à lèvres dessus a été mis après l'acte. De plus, le sperme contenu dedans n'est pas celui de Jeffrey York. La relation sexuelle dans la voiture s'est faite entre 2 hommes. Jeffrey York était secrètement gay. Suivant cette nouvelle piste, les inspecteurs s'orientent vers les prostituées gays du quartier, et le seul dans cette zone était Kevin Brown, mais l'ADN ne correspond pas. Si le motif avait été le vol ou la simple agression, les cartes de crédit auraient déjà été utilisées. Ils suspectent plutôt une mise en scène. Ils enquêtent au domicile de Jeffrey pour en découvrir plus sur sa vie amoureuse. Dans son agenda, surtout des rendez-vous professionnels, mais le soir de sa mort, il devait prendre un verre avec Andy, son collègue. Il découvre aussi chez lui des tonnes de factures de frais médicaux, toutes payées en liquide, malgré l'assurance que lui fournissait son travail. En fouillant, ils comprennent pourquoi. Il suivait un traitement qu'il voulait garder secret. Jeffrey était séropositif, et en payant en liquide son traitement coûteux, il pouvait garder ça secret.
Toute l'affaire trouble Olivia. Elle a eu une relation avec Jeffrey qu'elle appréciait beaucoup et maintenant, en plus de sa mort, elle doit faire face à l'idée de peut-être être malade. Elle remercie son collègue de s'inquiéter pour elle, mais souhaite se focaliser sur l'affaire. Il décide de retourner voir Andy à propos de ce verre tardif. Il le retrouve chez lui avec sa femme, Marie-Hélène, et l'un de leurs enfants. Il s'excuse de l'omission, accusant un oubli dû au choc. Il confirme avoir pris le verre avec lui ce soir-là, mais de l'avoir laissé au bar pour rejoindre sa partie de poker hebdomadaire. Cela ne colle pas pourtant, Jeffrey était avec l'enquêtrice pour leur séance de handball, ensuite il lui a dit rentrer chez lui. Pourquoi avoir fait un mystère de leur verre? Il leur répond qu'il ne sait pas, et décrit Jeffrey comme un ami de la famille, mais très secret. Il est même surpris d'apprendre qu'il était gay. Les inspecteurs se rendent au bar où s'étaient rendus Jeffrey et Andy. C'est le bar d'un luxueux hôtel. La question est pourquoi aller dans un bar si éloigné du bureau si c'est pour un verre entre collègues. On leur confirme qu'ils étaient là, et qu'Andy a en effet laissé Jeffrey au bar. C'est alors qu'ils apprennent qu'il était un grand régulier de l'hôtel, y venant une fois par semaine. Il s'enregistrait toujours seul, mais l'un des employés l'a vu parler à une grande célébrité ce soir-là, Duchosne McGovern, un ancien footballeur devenu gourou dans l'immobilier. Au bureau de Duchosne McGovern, celui-ci leur dit que c'était une coïncidence. Ils s'étaient rencontrés à un gala mais sans plus. Ils ont juste parlé immobilier, Jeffrey souhaitant vendre son appartement. Après l'hôtel, il l'a laissé et est parti rejoindre des amis. L'interrogatoire se termine quand ils reçoivent un appel d'un de leurs collègues, ils ont découvert quelque chose. Ils ont trouvé 3 affaires du Bronx chacune avec une partie du mode opératoire du cas de Jeffrey. Elles ont été jugées par le même substitut, pas Jeffrey York, mais Andy Abbott. Leur nouveau suspect est Andy, qu'ils soupçonnent d'être le second homme dans la voiture de Jeffrey, ainsi qu'en secret, son amant. Ils décident de l'inviter au commissariat pour lui demander de les aider sur des dossiers, et en même temps, secrètement interroger. Andy est substitut du procureur, s'il s'aperçoit qu'on le suspecte, il préparera sa défense. De son côté, Olivia est préoccupée, elle n'a toujours pas fait le test VIH. Elle est poussée par sa collègue, et amie médecin légiste, à passer le test et de ne plus se trouver d'excuses. Ignorer le problème ne l'enlève pas. Elle se remet en question sur sa vie et sa relation avec Jeffrey, sachant qu'en réalité il était gay. Le psychologue de la police lui confirme que le fait qu'il soit gay ne joue en aucun cas sur l'affection qu'il a pu avoir pour elle, et de ne pas chercher à s'en vouloir. Marie-Hélène, la femme d'Andy, attend Olivia au commissariat. Celle-ci est inquiète après l'assassinat de Jeffrey. Son mari lui avait dit qu'il devait passer au commissariat, mais celui-ci ne répond pas. Olivia la rassure et lui promet de transmettre le message. En réalité, Andy est dans une salle d'interrogatoire, toujours ignorant de son nouveau statut de suspect. Olivia est concernée après avoir parlé à Marie-Hélène. Si leur théorie est exacte, lui aussi peut être porteur du virus, et par conséquent sa femme aussi. Selon la loi, même décédée, les informations médicales restent confidentielles. Lui demander de faire le test serait les révéler, et donc serait enfreindre la loi. Andy finit par comprendre que les policiers le suspectent. Il l'accuse d'être l'amant et le meurtrier de Jeffrey. Il se défend avec pour alibi sa partie de poker. Ils interrogent les participants de cette soirée. Comme Andy, ce sont tous des hommes noirs, pleins de succès, très bien placés dans la société. Ils confirment tous l'alibi d'Andy. Les inspecteurs remarquent sur une photo une chose surprenante. Sur une des photos d'une de ces soirées, ils reconnaissent l'un des participants. C'est Duchosne McGovern. Les policiers suspectent que tous mentent mais ne comprennent pas le lien entre eux et l'affaire de Jeffrey. L'inspecteur Tutuola, d'origine afro-américaine, leur dit qu'ils sont sûrement dans un rapport confidentiel ou Dunlow en anglais. Ce sont des hommes noirs, mariés, avec une vie de famille, femmes et enfants, qui s'accordent pour coucher secrètement avec des hommes. Ils ne se considèrent pas gays et retournent ensuite faire l'amour à leurs femmes. La raison est culturelle car on les a élevés à voir l'homosexualité comme le mal. Ils voient l'homosexualité comme une perversion du blanc. L'inspecteur Tutuola décide d'interroger lui-même Duchosne. Sous ce nouvel angle, il arrive à briser la défense de Duchosne, il avoue que les soirées poker sont une façade. Mais je ne suis pas gay. J'ai des liaisons avec des femmes. Et des rapports sexuels avec des hommes. Chaque mercredi, lui et son groupe prenaient une chambre et avaient des relations non protégées entre eux. Jeffrey en faisait partie mais il était tombé amoureux d'Andy et lui faisait pression pour quitter sa femme. Ce soir-là, Duchosne avait rencontré Jeffrey à l'hôtel pour le raisonner, mais il ne voulait rien entendre et menaçait de tout dévoiler. Il allait gâcher la vie de tous,
et Andy l'a tué. Les policiers arrêtent Andy à sa sortie du tribunal. Il dément toujours être gay, mais son ADN est bien celui présent dans le préservatif usagé. Il donne une version où Jeffrey lui a avoué ses sentiments, mais lui l'a arrêté. Ils se sont rejoints plus tard pour aller aux prostituées. Après leur ménage à trois, il l'a laissé, toujours vivant. L'histoire ne convainc pas les inspecteurs, mais ils ne peuvent le démentir. La police n'a aucune preuve conséquente contre lui, et son profil est très propre, grand avocat du barreau, noir et père de famille. Le dossier est mince et la procureure en charge de l'affaire n'est pas sûre de gagner le procès. De plus, Deshawn refuse de témoigner devant la barre. Dévoiler ce secret détruirait toute sa carrière et sa réputation. Il leur assure que s'il l'appelle pour témoigner, il n'avouera rien. Au bureau du médecin légiste, il découvre que la souche du virus de Jeffrey est le même que celui présent dans l'échantillon d'ADN d'Andy. Ils se le sont transmis, et Andy est effectivement séropositif. En aparté, la légiste donne les résultats du test VIH d'Olivia. Elle n'est pas porteuse du virus. La bonne nouvelle est de courte durée. Elles sont accueillies au commissariat par Marie-Hélène. Elle est outrée qu'ils aient arrêté son mari et les accusations qui pèsent sur lui. Olivia lui certifie que les accusations sont fondées, et la procureure en charge de l'affaire révèle alors à la femme qu'Andy avait des relations sexuelles avec Jeffrey, et lui conseille de faire le test du sida. Elle ne peut pas le croire et s'en va les larmes aux yeux, les maudissant. Pour avoir révélé des informations confidentielles, la défense porte plainte contre la procureure. La plainte est raisonnable, même si elle souhaitait juste protéger Marie-Hélène. La procureure avait aussi un autre plan en tête. Elle se rend au domicile d'Andy le soir même pour s'excuser auprès de Marie-Hélène. Les deux femmes discutent et là, Marie-Hélène lui demande comment éviter des bruités à faire. Elle veut protéger ses proches et ses deux jeunes enfants d'un scandale. Sa famille est détruite, son mari est en prison, et enfin elle lui révèle finalement qu'elle aussi est positive au virus. Et comment je vais leur avouer que je suis séropositive? À la prison de Rikers, on retrouve Andy et son avocat. La procureure de la justice arrive, mais pas seule, la femme d'Andy la suit. Elle veut parler à son mari. Elle lui dit qu'elle aime, et l'aimera toujours, pour la vie qu'ils ont partagée, les enfants qu'ils ont eus, le bonheur qu'il lui a donné, et elle lui révèle sa séropositivité. À ces mots, Andy fond en larmes. Elle lui pardonne, mais elle lui demande en retour de protéger leur famille et leurs amis. Un procès de cette ampleur serait très médiatique et impliquerait beaucoup de gens et leurs familles, les couvrant de honte, détruisant leur vie. Elle lui demande de prendre ses responsabilités et de les protéger vis-à-vis de ce secret. D'être un homme. L'épisode finit avec Andy qui accepte l'accord. Il lui avoue alors qu'il est gay et s'excuse pour tout. Il n'arrivait pas à assumer ses préférences. Ce soir-là, une dispute s'est passée entre lui et Jeffrey. Son chantage aurait pu briser sa famille, et pour ça, il l'a tué. La procureure et l'avocat d'Andy signent alors l'accord. Andy plaide coupable et a avoué. Il n'y aura pas de procès nécessaire et personne ne sera cité. Fin.